Au Hachem, on a passé un très beau Kippour, mais maintenant on doit se préparer activement à la fête de Sukkot. D'ailleurs, Zrizim, Magzimin, à Mitzvot, les gens zélés, immédiatement après Kippour, s'investissent dans la construction de la Soukha. Alors on va rappeler très rapidement les deux mitzvot principales qui nous incombent pendant cette fête de Sukkot. Premièrement, c'est de vivre dans la Soukha. Évidemment, ça ne concerne que les hommes, parce que mitzvah drasé shazman graman hashim peturot, les femmes sont dispensées de toutes les obligations temporelles, sauf quelques exceptions, comme par exemple manger la matzah, bien que c'est une fois par an, elles sont obligées. Par exemple, le kiddush tous les shabbats, bien que ce soit qu'une fois par semaine, elles sont tenues de faire kiddush, mais sinon, la mitzvah du shofar ou du lulav ou de la soukha, elles ne sont pas obligées d'accomplir ces mitzvot. Certes, si elles le font, elles ont un grand mérite, mais elles ne sont pas obligées. Alors parlons des hommes qui, eux, sont tenus de cette mitzvah, de ces mitzvot. Premièrement, la soukha. Deuxièmement, le lulav. Quand je dis lulav, évidemment, ça parle des arba minim, lulav, etrog, hadas et arava. Ces deux mitzvot consistent à prendre d'abord s'asseoir pendant 7 jours dans la soukha pour manger et pour dormir, sauf si on est en train de voyager. Alors à ce moment-là, on est dispensé, puisque c'est marqué Holchei Drachim, les voyageurs n'ont pas besoin au milieu de leur voyage de descendre de l'avion pour aller manger dans une soukha. Ils peuvent manger dans l'avion, puisque on doit vivre dans la soukha comme on vit à la maison. Basukot teshvu shiv'at yamim. Hachamim de dire teshvu ke'en tadoru. Vous devez vivre dans la soukha comme vous vivez à la maison. Eh bien, il vous arrive parfois de quitter la maison pour aller voyager. Et donc, vous allez manger, bien sûr, dans l'avion. Eh bien, c'est pareil pendant Sukkot. La soukha est devenue notre demeure fixe et la maison, notre résidence secondaire. D'ailleurs, dans le Shulchan Aruch, il est écrit que si on a des beaux meubles, on a un beau canapé, un beau salon, c'est dans la soukha. On doit vivre dans la soukha. La soukha, teshvu, shivat yamim, c'est pas teshvu, asseyez-vous. Teshvu, c'est les tiachèves, comme Yishuv Eretz Israël. C'est quoi Yishuv Eretz Israël? Yeshivat haaretz. On est installé en Eretz Israël. C'est pas juste qu'on s'assoit, on vit en Eretz Israël. On doit vivre dans la soukha. Ça, c'est dans l'absolu. Après ça, il y a des ouvertures, des échappatoires, j'allais dire. Par exemple, le Rama, ou les Ashkénazes, dit que certains s'appuient sur un héter, je parle des gens mariés, des gens mariés. Leur épouse dort à la maison. Parce que normalement, il faut dormir dans la soukha. Et même si on peut dormir en famille dans la soukha, c'est très bien. En couple dans la soukha, c'est très bien. Maintenant, si la femme, elle, qui n'est pas obligée d'être dans la soukha, elle dit non, ça ne me convient pas, alors elle dort à la maison. Après ça, le mari, il dit mais toute l'année, je ne suis pas tout seul. Il vit avec son épouse. Donc de ce fait, d'après le Rama, certains s'appuient sur ce héter. Ils disent, puisque dormir tout seul dans la soukha en tant qu'homme marié, ça ne se fait pas, ce n'est pas la vie normale pendant toute l'année. À ce titre-là, ils autoriseraient à ces gens-là de dormir à la maison, puisqu'il faut vivre normalement avec sa famille, n'est-ce pas, avec son épouse, comme toute l'année. Alors ça, c'est une ouverture. Sinon, il y a des gens qui sont mahmirim et qui dorment dans la soukha malgré tout. Alors, première formule, organisée, si on a une grande soukha qui fait 5 km², on met là-bas les lits. D'ailleurs, moi, au Hachem, j'ai vu dans des grandes soukhotes, à Kiryat Sefer, des grandes soukhotes, eh bien, il y a dans tout le pourtour de la soukha, des lits, pour toute la famille. C'est extraordinaire. Et la table au milieu, au Hachem, ils ont des espaces, donc c'est très facile. Sinon, au moins, manger dans la soukha. Manger dans la soukha lorsqu'on mange du pain. Parce que si on ne mange pas de pain, on n'est pas obligé de manger dans la soukha. Parce que ce n'est pas une serouda. Si on mange du pain, on est obligé de manger dans la soukha. Et quel bracha on fait? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvot avetzivanu lishev basouka. On dit Amotzilech min haaretz et la bracha de lishev basouka. Le premier soir, ou mieux un kabetza dans la soukha.
minimum 30 grammes, sinon 60 grammes, dans la souka le premier soir. Ça, c'est une obligation comme la première nuit de Pessah. On doit manger de la matzah. La première nuit de Pessah, on doit manger dans la souka un kazaït la première nuit de Sukkot. Ça, c'est indispensable. Après ça, les autres jours, si tu ne manges pas de pain, eh bien, tu ne manges pas de pain. Tu n'es pas obligé de manger dans la souka puisque tu ne manges pas de pain pendant la Moed, par exemple. Mais c'est bien de faire Netilat Yadayim et de faire une serouda le matin, une serouda le soir, pour manger dans la souka, pour faire des mitzvot. On ne cherche pas à fuir les mitzvot, on cherche à les accomplir. Alors, Baruch Hashem, Am Israël, c'est un peuple qui est amoureux d'Akadosh Baruch Hu, amoureux de la Torah. Nirdefa la Da'at et Hashem. N'est-ce pas? On court après Akadosh Baruch Hu. Cet amour qui fait que, à Israël, chaque fête, regardez, comment maintenant c'est plein de Arba Aminim, la vente des Loulavim, des Etrogim, et ainsi de suite, les constructions de Sukkot, on a à peine terminé Kippour, et on continue la course pour les mitzvot, pour la Torah. Donc maintenant on a compris les obligations par rapport à la Souka. Concernant les Arba Aminim, alors juste, encore un détail pour la Souka avant de passer au Arba Aminim. La souka, il faut d'abord construire les parois, les murs, et ensuite construire le skar. À l'inverse. Pourquoi pas l'inverse? Parce que nous avons une halakha, Hagasukot ta'ase lecha shiv'at yamin, ta'ase velo mina asui. Quand tu fais la souka, c'est-à-dire quand tu fais le srar, il faut que ce soit un srar kasher, et pas un skar pasoul que tu vas kashériser par la suite. Or, une souka kasher, c'est quoi? C'est une souka qui a des parois, n'est-ce pas? 3 parois au minimum, 2 et un tefah, et un skar. Si, quand tu mets le skar, tu n'as pas encore les parois, d'après certains poskim, c'est pas soul. Pourquoi? Ta'aseh velo mina asui. Tu dois faire une souka avec un skar kasher, et pas un skar pas kasher que tu vas kashériser par la suite. Exemple. Quelqu'un qui construit une souka sous un arbre. D'accord? C'est quoi son skar? C'est l'arbre lui-même. Après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec une scie, un sécateur, et il coupe le skar, et comme ça, le skar, il est déjà posé sur la souka. Mais quand il était posé sur la souka, il n'était pas kasher. Toi, après, tu viens et tu sectionnes les branches. Tu l'as rendu kasher, mais quand tu l'as posé, il n'était pas encore kasher. Il faut le poser déjà kasher. Or, pareil, si tu mets le skar et il n'est pas kasher parce qu'il manque des parois, et après tu viens et tu mets les parois, c'est que tu as kashérisé indirectement le skar. C'est pas bon. Alors d'abord les parois et ensuite le skar. Maintenant encore une halakha concernant le srar, ça c'est connu, mais c'est bon de le rappeler. Chaque fois, chaque année on le répète. 3 critères indispensables qui sont les conditions de kashrut de la souka. Premièrement, il faut que ce soit végétal. Deuxièmement, il faut que ce soit Eno Mekabel Tum'a. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on ait fabriqué un keli. Par exemple, si je prends une caisse en bois, c'est un keli, et je mets des caisses de bois à la place du skar, ce n'est pas kasher. Pourquoi? Parce que maintenant, ce bois, il est Mekabel Tum'a. Ce bois est Mekabel Tum'a. Ce bois, c'est-à-dire que, puisque c'est devenu une caisse, si par exemple, il y avait un mort, et tu touches la caisse, la caisse elle touche le mort, et bien la caisse elle devient tamée. Il faut que ce soit du bois simple, ordinaire, pas un keli, de manière à ce que même si c'était au contact d'une source d'impureté, ça ne peut pas devenir impur. Eno mekabel tum'a. Et il faut aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, détacher du sol. Il ne faut pas que ce soit comme un arbre rattaché au sol. Alors, 3 conditions. Premièrement, végétal. Deuxièmement, détaché du sol. Troisièmement, que ça ne peut pas devenir impur parce qu'on n'a pas transformé ce bois en keli. Voilà. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire du srach avec des fruits. Si par exemple, je prenais plein de bananes, et je mets tout mon srach, c'est que des bananes. Pourquoi ce n'est pas kasher? Pourtant c'est végétal, pourtant c'est détaché du sol. Mais comme les fruits, c'est mekabel tum'a. Les fruits, ça peut devenir tamé. Quand tu prends un fruit, tu touches un mort par exemple. Eh bien le fruit, s'il était une fois mouillé, eh bien il deviendra tamé. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui est mekabel tum'a. Voilà pour ce qui en est du skar. Mais maintenant, on va même plus loin.
quel est le din si le ma'amid, il est Mekabel Tum'a? Le ma'amid, c'est-à-dire ce qui soutient, qui supporte le srar, le support du skar. Le ma'amid est un skar. Est-ce que j'ai le droit de prendre un ma'amid qui est Mekabel Tum'a? Le skar lui-même n'est pas Mekabel Tum'a. Le skar lui-même, il est végétal et il est détaché du sol. Mais quel est le din si le support, par exemple les barres sont en métal? Les barres qui soutiennent le srar, ils sont en métal. Ça s'appelle Ma'amid Bedavar Mekabel Tum'a. Alors, quel est le din? Ou bien, par exemple, je prends des azikonymes en plastique ou des fils de fer, n'est-ce pas, qui ne sont pas cachés en tant que scar. Et j'attache mon scar pour pas qu'il s'envole au vent, avec le vent, je l'attache avec des fils qui ne sont pas cachés en tant que scar. Ils ne sont pas cachés, c'est du plastique. Le plastique, c'est pas caché en tant que scar. Est-ce que je peux attacher le scar avec du plastique? Les fameux azikonymes, comment ça s'appelle en français? Les attaches. Des attaches en plastique. Hein? C'est la marque Rizlan qui a fait ça. C'est magnifique, c'est azikonyme, c'est tellement pratique. Mais est-ce que je peux attacher le scar? Alors écoutez, quelque chose d'incroyable, c'est que dans le Shulchan Aruch, il y a une contradiction. Une fois le Shulchan Aruch nous dit que c'est pas kasher, une fois il nous dit que c'est kasher. Ça veut dire que, il dit que le ma'amid, quand on est ma'amid, on soutient le scar avec quelque chose qui n'est pas caché en tant que scar, eh bien c'est pas grave, puisque c'est pas le scar, c'est juste le support. Quand la Torah dit qu'il faut du kasher, elle a parlé du scar, et dans un autre endroit il dit le support, c'est grâce au support que le scar tient. Donc le support c'est comme le scar. Certains veulent carrément dire que c'est pas sous le Minatora, d'autres disent que c'est pas sous le Komidé Rabbanan, de peur qu'on arrive à faire à scariser la souka avec du scar non caché, alors on a interdit même le support. Mais alors, maintenant, quelle est la réponse? La réponse des poskim est la suivante. Lechatechila et bedi'avad. Ça veut dire que le Shulchan Aruch te dit Lechatechila, a priori, évite d'utiliser des attaches qui ne sont pas cachères, comme des fils de fer, comme des attaches en plastique, comme des fils qui sont Mekablim Tum'a, comme le pishtan en tant que fil direct. Bekitso, le nylon. Alors, il ne faut pas utiliser ces choses-là, les khatehila, a priori. Mais si tu n'as pas le choix, ou bien ça a déjà été fait, et tu es invité chez ton voisin, chez ton copain, chez quelqu'un de la famille qui t'a invité, tu arrives, tu regardes ce car tu dis oh là là, mais vous avez attaché avec des azikonymes. Ah, alors moi je ne peux pas manger chez vous. Chasvé shalom, tu t'assois et tu manges. Parce que le Shulchan Aruch a écrit le din de a priori et de a posteriori. A priori, de préférence, tu n'utilises pas des attaches non cachères en tant que scar, ce qu'on appelle Ma'amid Davar Mekabel Tum'a. Mais Bedi'avad, c'est cacher. Alors, voilà pour ce qui est de la souka. Demain, Be'ezrat Hashem Belineder, on va parler des lois de Arba'a Minim, la mitzvah d'acheter les 4 espèces pour Sukkot, le lulav, le hadas, la harava et le etrog, et on rappellera Be'ezrat Hashem succinctement les halachot qui sont relatives à ces Arba'a Minim, parce que là aussi c'est la difficulté d'acheter vraiment du kasher. Et grâce à Dieu, aujourd'hui on a une bracha, c'est que les vendeurs viennent jusqu'ici devant la synagogue pour vous vendre. Vous imaginez, à l'époque, dans les pays de l'Est, en Europe de l'Est, il fallait qu'ils aillent, je ne sais pas, faire des dizaines de milliers de kilomètres pour aller trouver un etrog, un lulav, tellement de difficultés. Il y a une histoire extraordinaire que les élèves du Gaon de Vilna ont fait un voyage fou pour aller trouver les Arba Minim. Ils ont trouvé quelqu'un qui en avait. Ils lui ont demandé de bien vouloir leur vendre. Et il a dit, même pas dans le rêve, jusqu'à ce que j'ai pu m'obtenir ça. Alors ils ont commencé à surenchérir, à lui proposer beaucoup d'argent. Rien à faire. Alors ils lui ont dit, qu'est-ce que tu souhaites comme salaire? Il leur a dit, si je vous le donne pour votre rab, à condition que la récompense qu'il aura dans le Olam Haba pour cette mitzvah qu'il va accomplir, qu'il me la donne. Parce qu'une mitzvah accomplie par le Gaon de Vilna, avec toutes ses kavanotes, elle est d'un niveau supérieur évidemment. Alors,
ils ont dit ça, on ne peut pas s'engager pour notre Rav. Ils ont été le voir. Et ils étaient très sceptiques. Pour eux, c'était impossible, c'est sûr. On fait une mitzvah. Pourquoi on fait une mitzvah? Pour le Olam Haba, a priori, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont dit, on ne va pas s'engager. Ils ont été racontés naïvement à leur Rav l'histoire. Le Rav leur a dit, allez-y immédiatement, dites-lui que je suis prêt pour ce deal. Je lui donne ma récompense dans le Olam Haba pour cette mitzvah. Et on dit que le Gaon de Vilna n'a jamais été aussi heureux que ce Sukkot-là, pour moi. Parce que là, il a dit, cette fois-ci, j'accomplis la mitzvah, l'Eshem Shamaim, sans aucun intérêt, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Uniquement pour démontrer mon amour à Kadosh Baruch Hu. Je ne fais pas la mitzvah pour la récompense, comme c'est écrit dans Pirkei Avot. Al tiyu karavadim ameshamshim et arav al menat lekabel pras. Elahivu karavadim ameshamshim et arav shelo al menat lekabel pras. Ne soyez pas comme ces serviteurs qui ne travaillent que pour l'intérêt. Non. Vous êtes là dévoués au service d'Akadosh Baruch Hu, même sans aucun intérêt. Hachem nous a créés pour le servir, on accomplit simplement sa mission. C'est une fonction qui est la nôtre et on le fait avec le plus grand plaisir de savoir qu'on est à la hauteur de l'attente d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'un juif accomplit toutes ses mitzvot, il fait toutes ses prières, il lit les Tehillim, il étudie la Torah, dans le seul but d'accomplir la volonté de notre Créateur et que Be'ezrat Hashem, qu'on continue à accomplir les mitzvot dans la Kedusha et surtout dans la Simcha. Alors, Vesamarta bechagecha, j'ai oublié la mitzvah principale. Vesamarta bechagecha, ve'aita atsamea. Pendant 7 jours, c'est la joie totale et parfaite. On n'a pas le droit d'avoir l'ombre de tristesse et qu'Hachem nous réjouisse. Ad biat Mashiach pour la Geoula Shlema Bekavod.